Attends un petit peu. Donc, il est 10 heures. Donc, nous allons pouvoir débuter cette rencontre extra de Normandie. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les rencontres extra sur le thème du carrefour de la protection, du carrefour numérique de la protection sociale. Merci à tous de vous être connectés ce matin. Nous allons passer environ 1 heure ensemble. Et ce webinaire va se dérouler en 2 parties. Vous aurez une première partie sur le thème du tableau de bord versant assurance maladie qui vous sera présenté par Nadège Marie de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Alençon. Et vous aurez une deuxième partie sur les non-conformités qui vous sera présentée par Fabrice Dubois de Pôle emploi. Donc, on a également une équipe d'experts qui sont là pour répondre à vos questions. Et je remercie également le GIP, notamment Alexia Martin, pour son implication et pour l'organisation de ce webinaire ce matin. Quelques informations avant de commencer. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Questions » puisque vous verrez que vous avez 2 onglets en bas à droite de votre 2 petits boutons en fait. Un bouton de chat qui vous permet de faire vos commentaires et un bouton questions qui vous permet de poser vos questions. Et du coup, on vous demande de bien respecter l'onglet questions pour poser les questions, pour faciliter le travail des experts et la réponse à vos questions. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions pendant les webinaires, nous mettrons à votre disposition une foire aux questions qui sera disponible sur le site du comité NETE Normand. On vous mettra le lien dans le chat. Le replay, vous aurez un replay de ce webinaire qui sera disponible à partir de votre lien d'inscription ainsi que sur le site du comité NETE Normandie. Et enfin, le support qui normalement est déjà accessible depuis l'applicatif. Alors, vous avez un petit bouton APPS en bas à droite de votre écran, normalement, vous cliquez sur les 3 petits points et ça doit être le partager de fichier. Et vous allez récupérer le support. Donc, le support sera également mis à votre disposition sur notre site internet. Donc, voilà pour toutes les informations avant de commencer. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Nadège Marie qui va vous présenter le tableau de bord versant assurance maladie. Merci à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Nadège Marie, déléguée relations employeurs à la CPM de l'Orne. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Nous allons parler donc effectivement du tableau de bord et des rejets DSN versant CPM. Donc, en ce qui concerne les rejets, vous allez voir, nous avons sélectionné que quelques rejets, puisqu'il y en a une multitude, mais nous avons sélectionné les rejets les plus courants, où vous verrez les problématiques et les résolutions, ayant pour but final d'être plus réactif et notamment avoir aussi un paiement plus rapide. Alors, on va commencer par la slide concernant le tableau de bord. Donc, tout ceci, avant de découvrir les rejets, ce tableau de bord, effectivement, c'est l'élément essentiel. Il est incontournable pour suivre vos signalements d'événements, mais aussi les DSN mensuels. Donc, c'est très important de le consulter pour un meilleur suivi de vos dossiers. Vous avez aussi une autre application en parallèle pour le suivi de vos dossiers et de vos paiements, c'est le bordereau de paiement d'indemnité journalière. Donc, le BPIJ, que vous connaissez également, donc ce qui permet également de suivre vos paiements pour quels salariés et le montant ainsi que la période. Donc, comme vous connaissez tous, pour consulter vos comptes rendus, ce qui est nécessaire sur votre tableau de bord, donc vous allez sur le portail Net Entreprise, comme vous pouvez voir à l'écran, vous cliquez sur l'onglet DSN Régime Général, ce qui va vous mettre l'écran suivant. Donc là, une fois que vous allez cliquer sur votre onglet DSN Régime Général, pour
puisque en fin de compte, vous utilisez la DSN pour différents organismes. Donc, si vous voulez consulter vos comptes rendus pour les comptes rendus CPAM, hein, tout ce qui est signalement d'événements CPAM, donc il va falloir au préalable filtrer la nature de vos recherches. Donc, pour lire vos comptes rendus, donc ce qui correspond à arrêt de travail. Vous filtrez la nature de vos recherches en sélectionnant la nature arrêt de travail, qui correspond donc au signalement d'événement que vous effectuez. Donc, pour rappel, un signalement d'événement va générer une attestation de salaire vers la CPM et il va passer par 2 blocs contrôle. Entre vous et nous, il y aura 2 blocs contrôle qui vont contrôler non seulement la conformité, la lisibilité, mais également l'authenticité de vos données transmises. Ensuite, vous allez avoir la partie historique. Donc, ce que vous voyez à l'écran à gauche, avec la petite flèche en 1, donc c'est la partie historique. En 2, vous voyez le déroulé avec tous vos dépôts de signalement qui sont classés par date et heure de dépôt. Vous allez ensuite cliquer sur la loupe qui se trouve en flèche numéro 2 et vous allez voir ensuite apparaître sur l'écran de droite, à droite, donc la page où vous voyez en bas, c'est entouré avec la flèche 3, accéder au bilan de traitement. Ne vous contentez pas de rester au certificat de conformité puisque c'est un premier passage et il faut vraiment bien aller pour consulter vos comptes rendus, vos messages jusqu'à accéder au bilan de traitement. Donc voilà pour toute la partie du tableau de bord pour consulter les messages. Nous allons maintenant passer à l'écran suivant pour voir. On va commencer par le premier rejet. Le premier rejet, c'est le dernier jour de travail, qui est souvent source d'erreur d'ailleurs. Donc, pour ce premier rejet, vous allez avoir le bilan KO. Oui, donc il faut savoir, effectivement, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous allez avoir plusieurs bilans. Vous allez avoir le bilan OK. Donc, nous avons reçu au niveau de la CPM une attestation de salaire, mais ce qui ne voudra pas dire pour autant qu'elle sera traitée. Vous allez avoir donc le bilan KO qui va requérir une action de votre part et le bilan anomalie. Donc, généralement, ce bilan, ça ne génère pas forcément anomalie, ça ne génère pas forcément d'attestation de salaire et c'est souvent bloqué dans les blocs contrôle entre vous et nous. Donc, je reviens pour ce rejet dernier jour de travail. Vous allez donc avoir le bilan KO ayant pour message suivant DJT non cohérent avec la PRN. Donc, en règle générale, lorsque le salarié n'a pas travaillé de manière effective le jour de l'arrêt, la date de dernier jour de travail va se situer la veille de la prescription d'arrêt de travail. Lorsque la prescription de repos intervient le même jour que le dernier jour de travail, c'est la date du dernier jour effectif travaillé qui doit être portée en date de dernier jour de travail. Je m'explique. Par exemple, votre salarié est en arrêt à compter du lundi. Il a eu une prescription, il n'est pas venu travailler. Donc là, il faudra mettre en date de dernier jour de travail le dimanche. Même si c'est un dimanche qui n'a pas travaillé, même si c'est un jour férié, il faut mettre la date à la veille de la prescription. Si en revanche, il est venu travailler le lundi, il ne se sentait pas bien, il a vu son médecin le soir, il lui a prescrit un arrêt à compter du lundi. Donc là, la date de dernier jour de travail, il faudra indiquer le lundi, puisqu'il est quand même venu travailler. Donc voilà. Donc pour rappel, toute journée de travail commencée est due par l'employeur. Un petit rappel en ce qui concerne aussi les temps partiels. Il y a souvent des petites erreurs. Donc, si le temps partiel fait suite à un arrêt à temps complet, hein, c'est dans la continuité. Donc là, il faudra bien indiquer la date de dernier jour de travail de l'arrêt à temps complet qui le précède. La résolution pour cette problématique de dernier jour de travail. Donc, il faudra faire un signalement d'événement annuler en place en indiquant la date correcte du dernier jour de travail en fonction de la prescription d'arrêt de travail. Donc, voici pour ce premier exemple. Alors, deuxième exemple, nous en venons à arrêt déjà indemnisé. Donc, arrêt déjà indemnisé, synonyme de doublon. Donc, vous avez ce type de message. Vous allez avoir comme bilan OK. Donc là, il en vient à la problématique que je vous ai annoncée tout à l'heure,
Ça va faire que vous allez avoir un bilan OK, mais pas forcément traité. D'où l'intérêt de bien consulter vos comptes rendus, votre tableau de bord, pour voir ce qu'il en est par rapport au message que l'on va vous annoncer. Donc, ce qui veut dire, cet arrêt déjà indemnisé, cela signifie l'envoi d'une deuxième attestation non rectificative, puisque la case, comme vous voyez sur l'écran, on voit le petit CERFA avec à droite attestation rectificative avec la petite case cochée. Si elle n'est pas cochée, donc elle n'est pas considérée comme rectificative. Donc, il peut s'agir de plusieurs raisons concernant ces doublons. D'une volonté de votre part d'avoir voulu effectivement modifier soit une date de dernier jour de travail ou par exemple une date de subrogation sans faire une annule et remplace. Il peut s'agir aussi de votre organisme, d'une organisation interne qui fait qu'une personne va faire un signalement d'événement à la suite de la réception de l'arrêt de travail et une autre personne en parallèle va faire une attestation bien-être entreprise. Donc attention, soyez vigilants sur ce type de procédé, puisque ça peut créer des doublons. Il peut donc aussi s'agir aussi de un problème de votre logiciel, qui fait que dès lors où vous faites une mise à jour ou que vous enregistrez une prolongation, cela va générer une attestation. Ou alors, vous voulez effectuer une attestation rectificative et ça ne fonctionne pas. Donc là, il faudra revoir le paramétrage avec votre éditeur ou votre service informatique. Donc, la résolution pour ce type de rejet, donc il faudra donc effectuer, si vous voulez apporter une modification, effectuer bien un annule et remplace pour prise en compte par nos services, puisque toutes les attestations qui ne seront pas cochées rectificatives, on va penser que la deuxième que nous avons reçue est similaire à la première, donc elle ne sera pas exploitée. Alors, le rejet suivant qui va concerner donc l'ouverture de droit. Il faut savoir avant tout qu'il y a deux cas dans lesquels on va étudier l'ouverture de droit. À la réception d'un arrêt initial, donc généralement je parle pour les cas standards, c'est 150 heures avant la date de dernier jour de travail. Voilà, mais après il y a d'autres cas pour les activités discontinues, etc. Et il y a un deuxième cas où on va étudier les droits lorsque votre salarié va avoir un arrêt de travail au-delà des 6 mois. Donc voilà les deux cas. Donc pour ce rejet ouverture de droit, vous allez avoir principalement des bilans OK. Mais donc là, allez bien voir également votre compte rendu pour voir les messages et voir si vous avez une action ou pas à faire. Vous pourrez, dans certains cas, si par exemple on vous demande des pièces complémentaires, vous aurez le bilan KO. Donc là, vous verrez tout de suite qu'il y a quelque chose à faire de votre côté. Alors, donc pour la résolution en fin de compte de cette problématique, vous avez donc plusieurs messages, comme on voit, en cours d'étude, demande de pièces complémentaires à l'assuré ou les droits non ouverts avec cette attestation. Donc là, vous n'avez rien à faire en fin de compte de votre côté. Il suffit de patienter le temps que nos services aient tous les éléments pour pouvoir étudier l'ensemble des pièces et traiter le dossier. Mais au moins, vous êtes informé dès lors où vous lisez bien vos comptes rendus. Si c'est un bilan KO, bien sûr, vous aurez pour message ce que l'on vous demande, des pièces complémentaires, des choses comme ça. Par exemple, par rapport à l'attestation, j'en reviens sur l'attestation d'ouverture de droit de plus de 6 mois. Celle-ci est générée automatiquement au bout du 4e mois d'arrêt. Donc, si votre logiciel ne génère pas automatiquement cette attestation de plus de 6 mois, il faudra vous rapprocher de votre éditeur pour revoir le paramétrage. Et si je voulais aussi spécifier que si votre salarié arrive à moins de 6 mois, qu'il a repris le travail avant les 4 mois, il faudra bien indiquer dans votre logiciel de paye, faire remonter la date de reprise de travail pour éviter que cela génère une attestation de plus de 6 mois et que ça fasse des traitements inutiles ensuite. Donc, cette attestation de plus de 6 mois, elle est reconstituée sur les 12 mois précédant la date de dernier jour de travail.
Donc, vous n'avez pas besoin, si votre logiciel n'est pas bien paramétré, vous n'avez pas besoin de nous la fournir. Sauf si, voilà, il y a un problème de logiciel. Donc là, il faudra la faire via NetEntreprise. En ce qui concerne le rejet sur les salaires rétablis. Donc là, vous allez avoir un bilan KO, ce qui veut dire qu'on va avoir ce qui nécessite une action de votre part. Pour message salaire erroné. Donc les salaires, ce qui peut vouloir dire que on n'a pas rétabli, un salaire n'a pas été rétabli à tort. Par exemple, pour un arrêt de travail sur la période de référence, pour un mois, votre salarié a été arrêté et vous n'avez pas rétabli, le système n'a pas rétabli le salaire. Il peut y avoir aussi pour une absence autorisée ou pour une nouvelle embauche. Donc là, effectivement, il y a un petit souci. On va voir ensuite la résolution, quoi faire lorsqu'on rencontre ce genre de problème. Il peut s'agir aussi d'un salaire, donc c'est pour ça qu'il faut lire aussi vos messages, à chaque fois je vous le répéterai. Donc il faut aussi lire un salaire qui peut être en fin de compte différent sur une attestation que nous allons recevoir par rapport à une attestation précédente pour le même mois, un montant qui est différent. Donc voilà, c'est des pistes, hein. Ça peut être autre chose, mais c'est les principales pistes qui causent ce type de rejet. Donc, pour rappel, le salaire rétabli reste de la responsabilité du déclarant et est véhiculé en tant que tel dans la DSN. En cas de contrat de travail simultané dans le même établissement, le salaire rétabli reconstitué est composé de la somme des salaires rétablis de chacun des contrats de travail en vigueur au sein de la période considérée. Pour vérifier le montant déclaré du salaire rétabli en DSN, il est nécessaire de contrôler la saisie de la rubrique « Salaire de base » de la DSN mensuelle ou des mois concernés. En revanche, si vous voyez qu'en fin de compte, au niveau de votre DSN mensuel, il est différent de celui qui a été mentionné sur l'attestation de salaire, donc là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre caisse et le signaler au 36 79. En ce qui concerne les salaires rétablis, effectivement, il y a eu la fameuse nouveauté de la nouvelle embauche. Donc, petit rappel, donc, on rétablit le salaire uniquement au moment du mois de l'embauche, s'il fait partie, bien sûr, de la période de référence. Pour les mois pour lesquels votre salarié, dans la période de référence, n'était pas dans votre entreprise, donc il faudra indiquer les mois à 0. Donc, rappel, on rétablit les salaires uniquement pour le mois de l'embauche. Donc voilà, et donc en ce qui concerne les salaires rétablis, donc il faudra faire effectivement donc, une attestation rectificative pour tout problème s'il y a un salaire erroné. Donc il faudra faire une attestation rectificative via NetEntreprise et puis revoir aussi bien sûr le paramétrage avec votre éditeur si le logiciel n'a pas rétabli certains montants alors qu'il aurait dû les rétablir. En ce qui concerne le rejet suivant, donc là, ce qui fait que c'est anomalie lors de la reconstitution de la DSIJ historique manquant. Donc là, vous avez le bilan anomalie. Pour message, aucun historique disponible. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'historique, il n'y a pas d'ancienneté. Cela ne va pas générer d'attestation de salaire. Et il va falloir donc que votre signalement va être bloqué donc parmi l'un des blocs, comme je vous disais tout à l'heure, entre vous et nous, il y a 2 blocs. Donc là, ça risque d'être bloqué, ça ne va pas générer d'attestation de salaire. Donc là, il faudra faire une attestation via NetEntreprise, hein, puisqu'il faut savoir que depuis janvier 2019, le chaînage des informations permettant de reconstituer l'historique d'un salarié se fait par le NIR et non plus uniquement par le contrat de travail. Ce qui implique que tous les contrats d'un même NIR donc, sont pris en compte pour la reconstitution de l'historique pour l'ouverture des droits aux indemnités journalières. Donc NIR, hein, j'entends par NIR, une petite précision, c'est le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Hein. Et donc, pour l'historique, il faut 3 mois d'historique pour la maladie, maternité, paternité, et 12 mois d'historique en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle. Donc, lorsque vous avez ce type de rejet,
effectuez bien donc une attestation via NetEntreprise. C'est la seule solution. Pour l'identification de votre salarié rejet, vous allez avoir un bilan KO, ce qui signifie qu'on va vous demander de faire une action. On attend une action de votre part. Le numéro de sécurité sociale de l'assuré est inconnu ou n'est pas rattaché à aucune CPN. Voilà le type de message que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, par définition, l'identité du salarié en DSN doit être conforme au sein des différents référentiels interrogés de l'assurance maladie et cohérente avec votre logiciel de paye. Effectivement, vos données doivent être identiques aux nôtres. Sinon, si un écart est constaté, donc en fin de compte, cela va entraîner un rejet de dépôt. Il convient, dans un premier temps, de vérifier les données nominatives de votre salarié. Donc, moi, je vous conseille, lorsque vous enregistrez un salarié, par exemple, lors d'une embauche dans votre logiciel de paye, de bien vous munir de l'attestation papier de droit de l'assurance maladie que votre salarié devra vous fournir. Donc, lui, il peut l'avoir sur son compte Amélie. Donc, il vous le fournit. Comme ça, ça évite toute différence de données nominatives entre vous et nous. Donc, il faut bien être prudent sur les données que vous allez enregistrer dans votre logiciel de paye, puisque sinon, vous allez risquer de faire face à un rejet de dépôt. Donc, par exemple, bien faire les changements aussi lorsqu'il y a un mariage. Donc, bien effectuer ces informations, cette mise à jour dans votre logiciel de paye. Soyez vigilants sur les prénoms composés. Le nom de famille aussi qui doit être égal au nom de naissance et le nom marital au nom d'usage, puisque quelquefois il y a des confusions, ce qui peut entraîner des erreurs, donc des rejets de dépôt, puisqu'il y a une incohérence. Et donc faites bien remonter ces informations pour qu'il y ait un bloc changement dans la DSN mensuelle. Donc faites bien remonter ces informations dans votre logiciel de paye. Donc dans l'attente pour la résolution de ce type de rejet, dans l'attente de faire toutes les choses qu'il y a à faire aussi. Ah oui, j'ai oublié par rapport à votre salarié. Si vous voyez en fin de compte que toutes les données nominatives sont correctes et que votre salarié n'est pas affilié au régime général, donc là, il va falloir qu'il prenne contact avec nous pour qu'on puisse régulariser cette situation. Et dans cette attente, s'il s'agit d'un problème de paramétrage ou si votre salarié doit faire les démarches, etc., et que vous ne pouvez pas faire de signalement d'événement, donc là, il faudra nous transmettre une attestation de salaire hors DSN, le temps que tout soit régularisé. En ce qui concerne le problème d'historique N-1, donc là, c'est le dernier rejet que nous allons voir aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres, mais nous avions sélectionné ceux qui reviennent le plus couramment. Donc, vous allez avoir un bilan anomalie avec, donc, pour message DSN N-1 manquante pour le contrat numéro tant. Donc, les questions à se poser. Avez-vous changé de logiciel de prestataire ou votre salarié a-t-il changé de contrat dans les 15 mois qui précèdent la date de dernier jour de travail? Si la réponse est oui, avez-vous bien complété le bloc changement, c'est-à-dire avez-vous bien alimenté votre logiciel de paye afin que ça génère un bloc changement de contrat dans la DSN mensuelle suivante? Ce bloc doit intervenir le plus tôt possible, dès qu'une modification survient dans une ou plusieurs rubriques listées dans ce bloc. Pourquoi? Parce que ce bloc, en fin de compte, il permet de faire le lien entre l'ancien contrat et le contrat modifié. L'absence de ce contrat entraîne une discontinuité du contrat, donc perte de lien avec des informations du contrat initial. Donc là, en fin de compte, s'il y a la perte de ce lien, donc il y a un problème d'historique et on n'arrive pas, en fin de compte, à faire le lien entre les deux. Donc les modifications doivent se faire de façon à ce que ça crée un bloc changement
Et pour cela, si vous avez des petits soucis comme ça, il faut vraiment bien remonter, il faut vraiment bien regarder s'il y a eu un changement de prestataire, si les données ont bien été sur les fichiers TXT d'un côté comme de l'autre, ont bien été prises en compte. Donc là, il faudra, c'est un petit peu le travail de fourmi, mais qui est nécessaire pour cibler le problème, le résoudre le plus rapidement possible. Donc, on vous a mis sur la slide suivante un extrait de fichier TXT. Donc, vous avez une partie du fichier DSN mensuel d'un côté et du signalement d'événements de l'autre côté. Donc, voilà ce que je vous disais un petit peu, c'est que s'il y a une incohérence et que si le bloc changement n'a pas été fait, donc ça va créer un blocage, un rejet de dépôt. Par exemple, on voit sur la DSN mensuelle, on va parler du contrat, le bloc 40, où vous avez une date de début au 1-11-2008, alors qu'en signalement d'événement, ça sera au 1-10-2008. Donc effectivement, il y a une différence qui va créer un blocage. Donc il est nécessaire à chaque fois, donc que ça soit contrat ou même identification de votre salarié, il est impératif d'effectuer les modifications dans votre logiciel de paye pour que cela remonte dans votre DSN mensuel et génère par conséquent un bloc changement. Si ce bloc changement ne se fait pas, donc là, je vais vous orienter vers votre éditeur qui va devoir revoir le paramétrage. Donc, à chaque fois qu'une donnée identifiante change, il est impératif de la déclarer pour que cela crée ce bloc. Et si ça ne se fait pas, donc revoir le paramétrage avec votre éditeur. La résolution, la voilà. Et faire également une attestation bien-être entreprise en parallèle pour un paiement plus rapide si nécessaire dans le cas où on rencontre ce type de problème. On vous a mis pour terminer, donc là je ne vais pas m'étaler, mais au moins vous allez pouvoir voir, donc comme je vous avais dit, entre vous et nous, il y a des blocs contrôle, le bloc 1 et le bloc 3. Donc on vous a mis les types de rejets que vous allez pouvoir rencontrer avec la résolution à côté, que ce soit pour le bloc 1, celui-ci, ou le bloc 3 dans la slide suivante. Donc là, je vous laisserai regarder à tête reposée les types de rejets avec la résolution, quoi faire, donc la problématique et la résolution, comme nous venons de voir pour les différents rejets que nous avons sélectionnés. Donc j'espère que voilà, ça, en fin de compte, on a fait le tour pour ces rejets courants. Il y en a d'autres. Ce qu'il faut savoir, la clé du succès, c'est plutôt la clé essentielle, c'est de bien lire vos comptes rendus, donc bien voir votre tableau de bord régulièrement pour suivre vos dossiers. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Élodie pour voir est-ce que nous avons des questions, Élodie. Tout à fait. Alors, je me présente rapidement. Élodie Gallier, je suis déléguée relations en entreprise à la CPM du Calvados, donc l'homologue de Nadège. On est plusieurs d'ailleurs, de toute façon, à se relayer pour organiser ces webinaires. Alors, tout semble très limpide et fluide, puisque dans ta présentation, il n'y a pas beaucoup de questions, en tout cas, je n'en ai pas relevé, mais on s'est inspiré de plusieurs faits qui reviennent régulièrement, mais c'est vrai que tu en as parlé beaucoup à l'occasion de ce webinaire. Je vais reprendre quelques notions, et puis pour compléter, c'est sûr que c'est très bien de rappeler certaines choses. Des questions récurrentes pour lesquelles on a des retours. Donc, par exemple, mon salarié a 2 employeurs, il travaille le lundi et mardi chez moi, et le reste de la semaine, il est chez un autre employeur. Il a un arrêt de travail le vendredi. Quel dernier jour de travail dois-je mettre ? Alors là, la date du DJT, c'est vrai que c'est ce qui revient au dernier jour de travail régulièrement. Donc là, il faudra indiquer la veille de la prescription de l'arrêt. Donc ça, je pense que vous le savez bien. Mais il faudra indiquer, par exemple, le mardi pour la première entreprise et le dernier jour de travail pour l'autre, ça sera le jeudi. Donc en règle générale, on dit toujours que le dernier jour de travail se situe la veille de la prescription, sauf si le salarié, il a travaillé le jour de l'arrêt, puisque toute journée entamée est due par l'employeur. Si par exemple la prescription elle a été faite le lundi et que vous indiquez dernier jour de travail le dimanche, ça c'est bon, même si le salarié ne travaille pas le dimanche.
Voilà, ça c'est des retours que l'on a. J'avais noté autre chose. Si je souhaite apporter une modification en ce qui concerne les dates de subrogation, dois-je refaire une attestation sur Net Entreprise? Eh bien là, il faudra effectuer votre modification en réalisant une annule et remplace en DSN avec l'attestation rectificative via Net Entreprise. Et ça doit se faire exceptionnellement si vous n'avez pas possibilité de faire autrement. Si en revanche, il s'agit d'un problème de paramétrage de votre logiciel pour un motif d'erreur que vous pouvez réaliser une rectificative via NetE, alors à ce moment-là, pour un paiement plus rapide et en attendant la correction de la part de votre éditeur, vous allez à l'étape 4 et vous cochez la case rectificative et vous modifiez les dates de fin de subrogation. Pour une autre question aussi, une des dernières que je puisse vous rappeler, c'est pour un salarié qui est nouvellement embauché, donc forcément ça faisait partie du discours de Nadège, dans votre entreprise, il est en arrêt de travail et dois-je rétablir tous les salaires? Eh bien non, vous devez rétablir uniquement le salaire du mois de l'embauche. Alors là, c'est par la rubrique salaire de base et vous mettez donc les salaires à 0. Et si il n'était pas dans votre entreprise pendant la période de référence, à ce moment-là, pour le mois postérieur à l'embauche, vous indiquez le montant brut effectif. Alors, j'ai noté 2 rappels que je me suis permise. Alors, si vous faites un signalement d'événement en DSN, vous ne devez pas transmettre une attestation de salaire en plus sur Net Entreprise parce que ça nous fait des doublons. Et puis, on a une augmentation du délai aussi d'instruction des dossiers. Donc, c'est mieux de nous épargner cela. Et par rapport au tableau de bord dont on a déjà parlé, donc le tableau de bord, vous connectez sur Net Entreprise, vous avez le téléservice qui est disponible pour accéder au compte rendu. Donc attention, il faut bien avoir les habilitations et avoir activé avant le téléservice, bien entendu. Voilà. Merci Elena. Merci à vous. Bon, moi je vais laisser la parole à mon collègue pour la partie Pôle emploi. Donc, je vous remercie de votre présence et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Oui, donc nous, Pôle emploi, on est parti sur une stratégie un peu différente. Le tableau de bord est fait au niveau national. La direction générale travaille régulièrement avec les principaux éditeurs pour les principaux rejets, etc. Et on gagne des points on gagne un gain. Donc, à partir de là, on est parti sur autre chose, les non-conformités. Le côté obscur pour vous, puisque les attestations employeurs arrivent bien chez nous, mais de façon incomplète et qui pose problème. Alors, pourquoi cette stratégie? Un demandeur, la première préoccupation quand il vient s'inscrire chez nous, évidemment, c'est le côté financier. Ce qui l'empêchera de rechercher éventuellement au départ un emploi. Donc, on veut évacuer au plus vite ce côté-là, faire son dossier au plus vite, de façon à ce qu'il puisse s'orienter complètement sur sa recherche d'emploi. Donc, au niveau de la DSN, c'est important. Et on va voir sur le premier slide donc, le point sur les canaux pour montrer que la DSN prend toute son importance au niveau de Pôle emploi. Hop. Voilà. Donc, le volume des attestations employeurs selon les canaux au 31 octobre 2002, on peut s'apercevoir que donc, les DSN FCTU, donc fin de contrat de travail unique, en gros, c'est lorsque vous déclarez toute la rupture du contrat de travail, ou le CDDU, donc les contrats courts, qui courent généralement dans le même mois, qui commencent et finissent le même mois. Donc, on peut s'apercevoir sur ces chiffres qu'au niveau, les deux réunis, la DSN, on en est quasiment à 70% d'acquisition dans notre système d'information et qui va prendre de l'ampleur régulièrement puisque ça évolue mois par mois. Encore ce mois-ci, les employeurs publics vont arriver à passer par ce canal. Donc après, il reste effectivement les attestations employeurs papier qu'on voudrait effectivement réduire au plus bas ou certains emplois comme le page emploi ou le CESU. Toute l'importance que ça peut avoir. Comment ça se passe au niveau de l'intégration dans notre système d'information? Donc, là, le papier au-dessus, en haut du schéma, on va le réduire fortement. Mois par mois, on veut le réduire. Par contre, au niveau de la DSN, donc vous avez les différentes normes et on a la GED AER, donc l'attestation employeur rematérialisée, que vous avez eu sur votre tableau de bord, comme quoi c'est bien transmis à Pôle emploi, puisque vos contrôles et nos contrôles, évidemment, ne sont pas les mêmes.
Donc, à partir de là, lorsque l'attestation employeur est arrivée chez nous, on passe quand même par différents contrôles. Premier contrôle, évidemment, on va vérifier que vous, employeur, vous existez bien dans notre fichier et qu'il n'y a pas de souci. Ce qu'on appelle, nous, la BNE, ou que le demandeur d'emploi est bien connu au niveau de la Sécu, du NIR, le nom, prénom, ce qu'on appelle, nous, la base nationale des individus. On va vérifier également le contrôle du format, le format en tant que tel de l'attestation employeur. Si on est KO à ce niveau-là, on n'a plus que l'attestation employeur rematérialisée comme possibilité de saisir l'attestation employeur. Et on est peut-être amené à vous contacter si celle-ci, il nous manque des éléments ou il y a un problème dessus. Enfin, on va regarder le dernier contrôle, on va regarder s'il est bien inscrit, s'il est radié chez nous et depuis quand. En fonction de cela, l'attestation employeur va s'intégrer dans notre système d'information. Mais ce n'est pas fini à ce niveau-là, puisqu'on va arriver. Alors, le badge GAEC, gestion activité événement client, en gros, c'est tout le passé professionnel d'un demandeur d'emploi. Donc, on va passer à ce niveau-là. Donc, au niveau du badge, il y a différents contrôles et sur le point 2, on peut voir que s'il ne répond pas au contrôle, l'attestation employeur, le flux que vous nous avez transmis est bien visible, mais n'est pas intégré dans notre système d'info. Il est en recyclage. Par contre, s'il passe ce point-là, on arrive au point 3, et là, c'est là où est-ce que les informations que vous nous avez fournies sont-elles cohérentes entre elles? On a plus de 750 points de contrôle, qui bien sûr ne se font pas à chaque fois, ça dépend du type de contrat, ça dépend du type d'emploi. C'est différent entre un marin-pêcheur, bien sûr, et une assistante maternelle. Mais s'il y a un cas où ici, c'est ce qu'on appelle les non-conformités, et c'est ce que nous allons voir juste après. Si par contre, pour information, nous passons ce contrôle-là, on vérifie la cohérence des salaires, puisque le système d'information est fait pour régler le problème, pour gérer le dossier de façon automatique, et si possible, de faire le traitement de dossier automatique le plus rapidement possible pour le demandeur. Éventuellement, s'il y a incohérence, évidemment, on a des alertes. Et si l'attestation a été envoyée autrement, que ce soit papier ou on a une autre information, ça peut nous gérer des conflits. Mais là, à la limite, le conflit, c'est notre sauce interne, de façon à régler le souci. Donc, l'ADSN, à ce jour, par rapport à la cible, nous en sommes à peu près à un peu moins de 80% d'attestation employeur conforme, donc ce qui fait qu'on doit gérer encore 20%, un peu plus de 20% de ces attestations employeurs. Donc ce qui nous amène éventuellement à contacter nos demandeurs d'emploi, mais aussi à vous contacter pour compléter les données qu'on a pu avoir. Donc évidemment, il y a des poursuites au niveau de la direction générale. Ils se retournent régulièrement sur les éditeurs de logiciels de paye, les grands groupes et le GIP MDS, de façon à améliorer régulièrement, et on gagne des points. Des évolutions également sur les contrôles, puisque selon la réglementation en vigueur, on peut supprimer des contrôles comme on peut en rajouter. Donc, quelles sont les principales non-conformités? Donc, on a l'absence de NIR, qui peut poser problème. Alors, ça peut paraître surprenant, mais effectivement, on a des absences de NIR, voire même des NIR qui ne sont pas conformes vis-à-vis du demandeur d'emploi, ça peut arriver. Une mauvaise identité, donc un nom de naissance ou prénom incorrect. Pareil, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Alors au niveau du CET, des indemnités de fin de mission, des contrats, on a 75% du périmètre qui est couvert par les 3 cas qui sont cités dans le tableau. Donc le salaire brut soumis à l'assurance chômage est déclaré en y ajoutant les contrats, les congés payés et les indemnités de fin de mission ou en les retirant. Et l'IFM et l'ICP et l'IFM sont déclarés payés alors qu'ils sont placés en CET, donc non payés à l'individu. Le salaire à zéro, ou mal renseigné, l'absence de salaire. Enfin, au niveau du contrat, c'est bien souvent cela qui nous pose le plus de soucis, les absences du temps de travail, lorsque vous changez de SIRET, ou une date de début de période, puisqu'un contrat qui couvre une durée, le contrat dure plusieurs mois,
Vous allez avoir normalement le même numéro de contrat et en cours de route, le numéro de contrat change, donc ne s'incrémente pas directement dans le contrat de travail ouvert et nous ouvre une seconde période de travail, donc qui à la fin peut nous poser souci. La clôture, fin de contrat, licenciement, peu importe, mais qui n'est pas renseigné. Et enfin, pour les missions intérimaires, on nous dit fin de contrat à durée déterminée, alors que c'est fin de mission. Donc, quelques exemples. Donc là, à gauche, vous voyez notre système d'information où l'agent, lui, on a des alertes qui remontent dans ce qu'on appelle, nous, activité et pilotage. On a des alertes qui remontent au niveau de l'agent qui va lui signaler une non-conformité. Et donc, il faut savoir qu'une non-conformité bloque tout le dossier de façon automatique. On est obligé d'avoir un travail manuel derrière et donc éventuellement de vous contacter. Donc là, l'exemple de non-conformité, en bas, on voit la saisie de l'horaire salarié est obligatoire. Effectivement, on a l'horaire de l'entreprise, mais nous n'avons pas eu l'horaire du salarié. Donc, à votre niveau, ce n'est pas bloquant. Par contre, nous, évidemment, ça a un impact sur le taux journalier du demandeur d'emploi. Qu'il travaille à temps complet ou partiel, cela ne donnera pas le même taux. Autre exemple ici, le dernier salaire que l'on peut voir nous indique qu'il a travaillé jusqu'au 31 octobre. Par contre, vous, dans ce cas précis, vous nous avez déclaré qu'il terminait le 21 octobre. Donc, à partir de là, évidemment, ça fait une non-conformité, puisqu'il y a un décalage entre la date de fin de contrat et la date du dernier salaire. Autre exemple, ici, sur la période, un contrat qui a débuté le 30 mai, nous avons donc la date d'ouverture, le 30 et 31 mai, l'employeur n'a déclaré aucune heure, aucune absence et aucun salaire. À partir de là, on nous dit au départ que la quantité de travail est obligatoire pour cette catégorie d'emploi. Alors, il a travaillé ou pas? Bien souvent, on s'aperçoit que le salaire est inclus dans le mois de juin, mais pour autant, cela bloque le système. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des salaires aussi également sur les 2 jours auxquels il a commencé à travailler. De toute façon, on voit bien que dans l'écran ci-dessous, c'est à gauche que la date de paie est au 12 juillet, donc il y a une probabilité importante que ça soit dans le même mois. Ici, sur le mois M, donc le mois de septembre, même chose, la quantité de travail, quantité d'absence sur la dernière période. Mais ici, on peut s'apercevoir que on a un montant nul, contrairement à l'exemple précédent, on nous a déclaré 0 sur le dernier mois, et ça peut nous lever jusqu'à 4 non-conformités, donc absence de quantité d'heures de travail, ou l'unité de volume, la quantité d'absence avec l'unité de volume, le montant du salaire. Et donc, les trois réunis, mais en comptant heures ou volume, ça peut nous créer 4 non-conformités. Donc, il faut se dire qu'à chaque fois, nous sommes éventuellement amenés à contacter le demandeur ou vous contacter. Enfin, la prime, les primes ici, le demandeur d'emploi a un contrat qui va du 12 septembre au 30 septembre. La période qui a été déclarée, c'est le mois d'octobre. Donc, on nous dit que chaque prime doit être incluse dans le contrat. Ce sont des non-conformités qui font que cela bloque. Donc, vous n'avez pas le blocage. On a voulu vous montrer ce côté-là, de façon à vous montrer qu'en fonction de vos déclarations, derrière, ce n'est pas parce que nous avons l'attestation employeur que nous pouvons toujours vous demander des renseignements par rapport à la conformité de l'attestation employeur. Et plus l'attestation employeur sera conforme, plus le traitement du dossier sera rapide pour le demandeur, et donc à partir de là, il sera plus vite amené à retrouver un emploi.
Alors, donc du coup, donc on vous a également mis toutes les coordonnées pour que vous puissiez nous contacter si vous rencontrez une difficulté, si vous avez encore des questions. Donc, les supports seront mis à disposition fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous aurez également la foire aux questions avec donc les questions que vous avez pu poser et les réponses. On vous a également rappelé les contacts. Et donc, on vous donne rendez-vous sur notre site donc Comité Normand Net Entreprise pour suivre notre actualité. Donc, merci à tous, bonne journée et à bientôt.